Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu Mercato au PSG qui n'a pas vraiment avancé depuis la dernière fois qu'on en a parlé, je crois que c'était jeudi ou vendredi, et depuis on a bien compris que les dirigeants parisiens attendent que certains dossiers se décantent pour avancer sur d'autres, afin de libérer de la masse salariale, faire rentrer des indemnités de transfert, et on n'oublie pas le dossier rocambolesque Gabriel Moscardo qui peut-être a une influence sur l'inaction des Parisiens durant ce mercato hivernal qu'on va donc analyser dans cette vidéo. Ça fait pas très vendeur, analyser ce que le PSG ne fait pas, puisqu'il se passe pas grand chose, mais rassurez-vous, dans une seconde partie, on va analyser une piste plus pour l'été prochain, à savoir le crack, Lenny Yoro. Installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, comme je le disais en intro, le mercato hivernal parisien est depuis une semaine très calme. Si on refait l'historique, on avait bouclé 2 signatures avant l'ouverture officielle du marché des transferts, les Brésiliens Beraldo et Moscardo. Aujourd'hui, l'un s'entraîne avec l'effectif et a déjà joué sous nos couleurs, l'autre est rappelé par son président dans une situation qui est assez WTF. Et pour le PSG, après ses débuts tonitruants, ça s'est un peu calmé. La première semaine de janvier a été assez active au rayon des rumeurs milieu de terrain, avec les dossiers Guimarães et Kimmich, mais aussi dans le sens des départs, avec la rumeur Mukiele au Bayern Munich. Et puis, il y a eu l'interview de Nasser dans plusieurs médias, RMC, Le Parisien et l'Équipe, où il annonce que initialement la priorité était un milieu de terrain, mais qu'avec la blessure de Skriniar lors du Trophée des Champions, le club priorisait désormais la défense centrale. Et là, on a eu un nombre incalculable de défenseurs associés au club durant la semaine dernière, mais ces derniers jours, ça s'est complètement calmé. Aujourd'hui, c'est le désert au rayon des rumeurs. Certains s'en inquiéteraient. Je dirais qu'avec Luis Campos, on est habitué. Même si l'été dernier, il nous a surpris, puisqu'il a bouclé quelques dossiers très tôt. Ugarte, Likanguin, Asensio. Bon, Skriniar, lui, c'était depuis 6 mois. Mais si on revient au mercato hivernal 2023, là, on a quand même eu une belle démonstration d'un club qui se réveille à 10, voire 5 jours de la fin du marché des transferts avec les pistes Ryan Cherki, Bakayoko du PSV Eindhoven, rappelez-vous, Skriniar aussi, qu'on cherche à faire venir 6 mois avant la fin de son contrat. Et puis bien sûr, la piste qui nous met pas en confiance pour cet hiver, Hakim Ziyech, qu'on cherchait à faire venir en prêt. Et au final, on s'y est pris tellement tard que Chelsea en a joué avec cette bourde au niveau des papiers. Était-elle calculée ou non de la part du club londonien ? On ne sait pas trop, mais dans tous les cas, ce dossier va dans le sens, évidemment, de prôner de l'anticipation sur le marché des transferts, éviter de se réveiller au dernier moment. Alors, comme je le disais, Nasser nous dit qu'on cherchait un milieu initialement, après avoir déjà signé Gabriel Moscardo dans ce secteur-là, mais que la blessure de Skriniar a rebattu plein de cartes. Il y a parallèlement le dossier Mukiele qui, lui, s'il part, entraînerait le recrutement d'un latéral droit. Mais on a, à part Sacha Boey de Galatasaray, on n'a eu aucune piste à ce poste-là. Alors, c'est intéressant parce que le dossier Gabriel Moscardo, il révèle plein de choses et certaines contradictions. Alors là, on a le président des Corinthians, son club ou ancien club, comme vous voulez, qui nous a demandé de le renvoyer, puisqu'il a dit que s'il y avait un risque qu'ils ne soient pas payés, eux, autant que ce soit eux qui le récupèrent, le soignent et le vendent plus cher à un autre moment. Il faut signaler que les Corinthians ont changé de président entre le moment où on a bouclé le transfert et aujourd'hui, puisqu'il y en a eu un nouveau qui a pris au tournant de l'année 2024, là, le nouvel an, les rênes, voilà, du club des Corinthians. Alors c'est vrai que le PSG voulait une clause, enfin, voulait pas une clause, mais signer un pré-contrat en fait, avec le joueur et le club, pour, si le joueur ne se rétablit pas, le renvoyer chez eux. Et décaler les virements du transfert de mai à août.
ce qui nous aurait permis donc de les déplacer sur un autre exercice comptable. Ça, c'était intéressant. Alors là-dessus, je trouve que les Corinthians ont raison, bien sûr, hein. C'est trop facile de demander un transfert, mais si le joueur ne revient pas de son opération, c'est vous qui le récupérez. Bon, c'est vrai que là, le PSG a peut-être un peu abusé. Moi, je pense que dans l'esprit de nos dirigeants, Moscardo était considéré comme un renfort immédiat pour cet hiver, et donc aujourd'hui, voyant qu'il est indisponible pour la seconde partie de saison, on essaye de trouver un montage qui nous assurerait sa signature, mais libérerait des fonds pour cet hiver. Dans le sens où les 20 plus 2 de bonus qu'on va ou qu'on aurait dépensé auprès des Corinthians, on voudrait les libérer donc pour cet hiver, les réinvestir en fait sur un renfort immédiat que n'est plus Gabriel Moscardo. Pareil, hein, Mukiele ou Ekitike, on peut penser qu'on attend pour libérer des salaires. Mukiele, c'est plus de 8 millions. Ekitike, c'est 6 à 7 millions par an, donc c'est quand même assez énorme. On sait très bien que le nouveau fair play financier s'articule autour de la masse salariale. Donc voilà, peut-être qu'il y a un jeu de domino et que tout s'accélérera une fois qu'on aura bouclé ces différents dossiers. Ce qui est intéressant, petite contradiction, c'est qu'après avoir signé Gabriel Moscardo, qui est donc un milieu de terrain, notre priorité était toujours ce secteur de jeu. Donc en fait, le 8 janvier, enfin avant la blessure de Skriniar, notre priorité absolue, c'était vraiment le milieu. Et là, on va ni recruter, Gabriel Moscardo pour cet hiver, et on a changé l'ordre des priorités, on ne va pas recruter le milieu de terrain. Donc on passe de potentiellement 2 milieux à 0 aujourd'hui. Bon, c'est un peu bizarre, c'est une opération un peu magique, même si bien sûr, je préfère attendre l'été prochain pour prendre de vraies valeurs sûres plutôt que de faire un énième joueur à 20 millions à qui tu vas donner un contrat de 5 ans et qui sera invendable par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que Luis Enrique, en conférence de presse avant le match contre Lens, il a dit qu'il avait besoin de rien, qu'il était très content de son effectif actuel. Alors, moi je veux bien qu'il ne veuille pas manquer de respect à ses forces en présence. C'est vrai que dire on a des besoins en défense centrale, bon, c'est acter peut-être la mauvaise saison de Skriniar. Dire la même chose au milieu de terrain, c'est faire un désaveu envers Ugarte. Dire la même chose en attaque, c'est désavouer pareil les recrues qui ont été faites pour 180 millions ou gratuitement Asensio devant. Donc voilà. Peut-être aussi qu'il ne veut pas donner d'informations à la presse, on sait les relations qu'il a avec les journalistes, ou tout simplement ne pas mettre en porte-à-faux sa direction. Parce que s'il dit je veux ça, 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 et qu'au final au 1er février on lui dit en fait tu voulais ça, 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 tu les as pas eu, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Mais de l'autre côté, Nasser nous disait publiquement qu'on cherchait un défenseur, après avoir cherché un milieu de terrain, donc les gars, il va falloir se mettre un petit peu d'accord au sein de la direction sur les éléments de communication. Voilà. Si on en a un qui nous dit qu'il est très content et l'autre qui nous dit que non, en fait, on veut recruter quasiment sur 2 lignes, bon, ça fait pas très crédible, quoi. Et puis de l'autre côté, quand on sait que Luis Enrique demande Guimarães et Kimmich à sa direction, bon, qu'il nous fasse pas croire qu'il est content de ce qu'il a. Mais je disais ça pour élargir au comportement de Luis Enrique en conférence de presse. Il faut l'admettre, il parle assez peu. Voilà. Souvent, il se fout de la gueule des journalistes. Typique, après le Trophée des Champions, sa déclaration sur Ugarte, qui a été reprise dans les médias dans un sens péjoratif. Je ne sais plus ce qu'il dit exactement, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que il s'est foutu de la gueule du journaliste, en lui répondant de manière ironique, et au final, les journalistes l'ont utilisé pour en faire une déclaration qui aurait été visée sur Manuel Ugarte péjorative, alors qu'en fait c'était plus une moquerie vers le journaliste. Même ce week-end, sur le plateau de Prime, quand il lui parle d'Hakimi, il se fout un peu de leur gueule. Bon, j'aime pas trop, c'est un peu regrettable dans le sens où il doit plus parler. Il y a beaucoup d'ajustements. Le PSG est une équipe qui chaque week-end est différente, même si là sur la seconde partie de saison, comme je disais hier, j'ai développé dans la vidéo d'hier, il y a fort à parier sur une stabilisation du 11, sur chaque ligne avec des joueurs qui trouvent leur poste, un peu moins de temps de jeu pour d'autres. Je trouve quand même que, pour les supporters qui suivent d'un peu plus loin que nous, hein, c'est-à-dire que vous regardez mes vidéos tous les jours et moi, je dois les préparer, donc évidemment, on est au courant de tout et les subtilités, on les saisit. Mais pour quelqu'un qui n'a pas le temps, qui regarde juste les matchs, c'est vrai que quand Enrique est sur le plateau de Prime et qui s'explique pas trop, qui se moque plus des journalistes, bon,
Par exemple, ce week-end, il aurait pu développer un peu plus sur le placement de Warren Zaïre-Emery, tu vois. Parce que ça, c'est des ajustements qui sont intéressants, mais qui sont difficiles à saisir quand tu es un supporter qui est un petit peu éloigné de tout ça. Donc voilà. Alors, en défense, ça avance peu. Hein. Le Bayern veut un prêt de Mukiele. Ils ont tout compris, bien sûr. C'est la formule à faire quand tu es sur un mercato hivernal. Nous, on doit faire pareil avec nos pistes. Mais le problème, c'est que, évidemment, tout de suite, tu baisses en qualité. Hein. Quand tu prends un joueur en prêt, en général, c'est un joueur qui est en échec dans son club et qui a des qualités fortes assez peu prononcées. Aussi, on a la question du retour de Nuno Mendes et Kimpembe, qui vont faire office de recrues durant la seconde partie de saison. On va voir dans quel état ils sont, mais dans tous les cas, prêt, c'est plus facile parce que recruter un joueur sur un contrat de 5 ans alors que Nuno Mendes, Mukiele sont sous contrat jusqu'en 2026, les deux, si je dis pas de bêtises. Il faut évidemment éviter d'empiler à ce poste-là les joueurs. Voilà. Alors, Di Marzio hier a pris la parole, journaliste donc très fiable italien. Il nous a dit qu'on avait deux cibles, hein, deux joueurs de l'écurie Jorge Mendes, mais plutôt pour l'été prochain. Antonio Silva du Benfica, qu'on connaît de notre double confrontation contre l'année dernière, et Leny Yoro, qu'on connaît plus fraîchement, hein, puisqu'il a émergé la saison dernière, il a plus de 700 minutes en Ligue 1, cette saison, bah là il est titulaire, et puis bien sûr on a le souvenir de notre confrontation chez eux, avec Mbappé qui a eu beaucoup de mal face à Leny Yoro, beaucoup plus que ce week-end face à Danso, hein. J'ai oublié de souligner le bon match de Mbappé dans son duel avec le défenseur, sachant que l'Autrichien de Lens fait 1m90, est assez coriace. C'est vrai que c'est le genre de défenseur qui d'habitude réussit un peu à pocket Mbappé, si on veut être dur avec lui. Et au final, ça n'a pas du tout été le cas ce week-end. Bon, Leny Yoro, dans tous les cas, avait vraiment mis en difficulté Mbappé et notre attaque. Et donc, sur les deux pistes que lance Di Marzio hier, c'est vrai qu'on tient là deux défenseurs modernes qui collent avec ce que le PSG recherche. Grand, qui gagne des duels aériens, et qui, à la relance, ont de la personnalité. Alors, Fabrice Hawkins, il nous a dit que Yoro, on a réactivé la piste pour cet hiver, mais que Lille veut le garder. Ce qui est intéressant, c'est que le même Fabrice Hawkins, il y a 2 jours, il te dit que le PSG a un budget de 20 millions pour son défenseur central, et aujourd'hui, il te dit, bon, en fait, le budget, ils sont capables d'aller au-dessus, si c'est pour Leny Yoro. En gros, le budget, en fait, c'est pas un budget. Parce que quand t'as les 10 euros, tu pètes. Bon, bref, les histoires de budget, c'est souvent un peu des conneries, surtout pour le PSG, parce que, en fait, disons que on a une dimension compulsive assez rare en Europe. Avec, évidemment, ce bon vieux Nasser qu'on embrasse. Donc, dire qu'on a 20 millions d'euros pour 2 jours après, dire qu'en fait, non, on les a pas, puisqu'on peut mettre plus sur Leny, c'est un peu idiot. Alors, sa situation, elle est très intéressante parce qu'il est en fin de contrat en 2025. Selon Fabrice Hawkins, la tendance n'est pas à une prolongation. Donc, cet été, une vente sera largement faisable. Il y a le Bayern, il y a le Real, il y a Liverpool, il y a Manchester, je crois. Beaucoup de clubs qui sont sur lui parce que c'est un top prospect qui a fêté ses 18 ans en novembre. Et d'ailleurs, Hawkins nous dit qu'il est représenté maintenant par Jorge Mendes, alors qu'il y a une semaine, Samir Kiat a fait une déclaration le concernant sur RMC, sachant que c'était son agent avant. C'est un peu bizarre, hein. Samir Kiat, il faut savoir que c'est l'agent derrière le deal Nicolas Pepe, en provenance de Lille, vers Arsenal, par exemple, 80 millions d'euros. Et donc, visiblement, il a changé d'agent, c'est bizarre. Après, évidemment, c'est tout à son honneur, parce que c'est un monde très cruel. Il y a des gens qui se plaindront du fait que les joueurs, jusqu'à leurs 17-18 ans, ont un agent qui est très talentueux parce qu'il a réussi à les dénicher à 13-14 ans en compétition jeune. Et au final, quand le gamin arrive à 18 ans, au moment d'un transfert, donc des plus grosses commissions, bah, il prend un agent qui va venir manger l'agent initial et le placer dans un club de son réseau. Bon, souvent c'est des gros agents de la sphère, hein, Pini Zahavi ou Jorge Mendes. J'ai envie de vous dire, dans tous les domaines, il y en a qui ont un quasi-monopole en fait, hein, c'est tout, c'est comme ça. Et encore pour le foot, par rapport à d'autres domaines, faut quand même noter que le nombre de super agents est quand même assez gros, hein, par rapport à d'autres domaines économiques où tu as qu'une seule, voire 2 ou 3 marques qui se battent en duel. Là, tu en as quand même pas mal, hein, Kia Jorapchian, Pini Zahavi, Jorge Mendes, l'écurie Mino Raiola pour ne citer que. Voilà. La taille, évidemment,
c'est un critère que le PSG veut. Parce que quand tu es une équipe qui a la possession, qui veut surtout presser très haut, il faut des défenseurs grands capables de gagner des duels aériens parce que, mécaniquement, si tu presses haut l'adversaire, il sera plus tenté de jouer des longs ballons et donc, pour tes défenseurs, des duels dans les airs, que Marquinhos n'apprécie pas. Lenny Yoro fait 1m90, évidemment, et en plus, au-delà de la taille, on en a fait l'expérience avec Skriniar, être grand ne veut pas dire automatiquement être bon dans les airs. Lui, Lenny Yoro, il a un pourcentage de duel aérien qui, je crois, fait partie des tout meilleurs en Europe. C'est absolument exceptionnel. Niveau statistique, il est dingue. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au-delà de cette grande taille, sa morphologie est très longiligne. Sa démarche dégage une sorte de nonchalance qui le rapproche d'un Bradley Barcola. C'est vrai qu'il a des grandes jambes, on a l'impression qu'il ne les maîtrise pas. Voilà, il a une démarche qui est un peu désarticulée. Par contre, à la différence de Barcola, c'est que lui est beaucoup plus précoce. Barcola a plus de 20 ans. Lui, il a 18 ans depuis moins de 2 mois. Donc là, on a vraiment un talent brut qu'il va falloir polir. Au sol, il est très bon. Il a une vraie capacité d'anticipation. Je trouve que c'est une des ses plus grosses qualités. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il jaillit pour couper des trajectoires de passe avant que le receveur l'ait. Il veille toujours à rester debout, ce qui en fait un défenseur très élégant, très moderne. Voilà. Maintenant, évidemment, il y a des axes de progression. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous énumérer toutes ces qualités, mais on va insister sur les axes de progression parce que, évidemment, c'est quelqu'un qui est très en vogue sur les réseaux sociaux. Bon, vous swipez sur Twitter, vous avez toutes ces qualités. Maintenant, c'est vrai que sur les grands espaces, face à des attaquants rapides, il peut peiner parce que c'est quelqu'un qui a un petit déficit de vitesse. Alors, de vitesse intrinsèque, c'est-à-dire à la course, mais aussi de vitesse d'exécution, de prise d'information. Parfois, il peut paraître dépasser un peu bêtement, un peu rapidement. Et nous, avec notre bloc très haut, ça peut être un vrai point majeur. Ensuite, il doit faire de la musculation. Comme j'ai dit, il est comme Barcola, des grandes jambes, pas forcément musclées. Donc, il va falloir qu'il travaille ça parce que c'est vrai que sa taille, pour la défense dans sa surface, l'aide beaucoup, mais face à des attaquants très physiques, bon, des fois, il peut paraître un peu dépassé, et donc, ça c'est tout à fait normal d'un joueur qui vient de fêter sa majorité, il doit faire de la muscu. Voilà. Avec ballon, ce qui est intéressant, c'est le contexte. Le contexte, puisqu'il est dans une équipe, Lille, qui est la deuxième équipe avec le plus de possession en Ligue 1 derrière nous. On est à 65% et eux 57%. Ensuite, il y a Monaco à 55%. Et le projet de jeu de Lille est très marqué, avec un entraîneur qui a des principes forts. En gros, Lenny Yoro, c'est comme les défenseurs du PSG sous Luis Enrique. Il a des consignes, il sait quoi faire, quand, où et comment. Donc ça, c'est très intéressant. C'est limite mécanique. Au pied, il est très à l'aise. Avec les deux pieds, c'est vrai que c'est un défenseur moderne. Là-dessus, alors, pour les duels défensifs, sur les contre-attaques, en matière de prise d'information, c'est vrai que parfois, il peut paraître un peu dépassé. Par contre, quand il a le ballon, c'est quelqu'un qui va scanner les solutions à sa disposition quasiment en permanence pour essayer de jouer le plus simplement possible. C'est vrai que c'est quelqu'un, moins il garde le ballon, mieux il est. Voilà. Parce que s'il prend le temps de contrôler, là, il peut y avoir encore un petit défaut. C'est vrai qu'il est grand, donc forcément, le centre de gravité est plus haut. Il est moins à l'aise quand il contrôle le ballon. Parfois, c'est sur plusieurs mètres. Quand il le garde, c'est pas forcément pour faire des différences. Il dribble pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de courses progressives. La conduite de balle, il faut qu'il la travaille. Donc voilà, c'est assez peu intéressant. Il va aussi pas trop casser les lignes de manière systématique. Alors après, au LOSC, comme je le disais, contexte très fort, ce qui veut dire que comme pour nos défenseurs au PSG qui sont amenés quasi systématiquement à passer au latéral parce qu'on veut chercher les ailes, lui, c'est plutôt les milieux de terrain qui monopolisent le ballon et donc il va passer très rapidement dans l'action le ballon à un milieu qui va décrocher. Voilà. Bon, ceci dit, il est quand même assez bon, très à l'aise, beaucoup de personnalité au ballon et avec le ballon. Alors l'année dernière, il faisait des erreurs. Cette année, il est plus dans une idée de ne plus en faire, de jouer beaucoup plus simplement, pas se prendre la tête.
Parce que l'année dernière, c'est vrai qu'il a fait quelques erreurs, et les fois où il en a fait, il n'a pas sombré. C'est là où tu vois sa personnalité, il est resté dans son idée, à jouer sur ses caractéristiques. Et aussi, notons que cette saison, il a joué 23 matchs, et il a marqué 3 buts. Bon, c'est à noter. C'est pas tous de la tête. Voilà, on pourrait penser que c'est quelqu'un sur coup de pied arrêté 1m90. Mais voilà, 3 buts, c'est assez intéressant. Hein. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va se muer en défenseur buteur, qui est assez bon dans la surface adverse. Voilà. Comme il l'est dans la sienne défensivement. Voilà. Et puis ensuite, notons qu'il est français, considéré comme formé en France. Et si on veut aller plus loin, faire plaisir hein, au Rassemblement national, aux reconquêtes des supporters parisiens, on note qu'il est originaire du 94, le Val-de-Marne. Il a commencé là et ensuite il est parti dans le Nord où il a été repéré et donc au LOSC. Bref, voilà. Moi, c'est ma piste préférée pour cet été avec Jean-Claire Todibo. Peut-être que Lenny Yoro a un temps d'avance, une longueur d'avance sur Jean-Claire dans mon esprit. Comme j'ai dit, hein, c'est un talent à polir. Hein. Il y a voilà, des axes de progression, mais j'y crois sous Luis Enrique. Ça me fait vraiment, vraiment penser à Barcola. Et puis pour l'axe droit, la succession de Marquinhos. Alors c'est difficile de dire ça parce que Marquinhos a prolongé jusqu'en 2028 l'année dernière avec un salaire de port qui fait, et puis un statut de capitaine qui fait qu'il est très difficile à sortir du 11. Mais en réalité, il faudrait peut-être le bousculer aussi, hein, le Marquinhos. Donc voilà, Lenny Yoro, ça peut être très intéressant. Peut-être le déficit de vitesse m'inquiète un petit peu dans le sens où tu pourrais pas l'aligner aux côtés d'un Skriniar, aux côtés d'un Danilo, aux côtés peut-être même aussi d'un Marquinhos hein, qui, je trouve, a un petit déficit de vitesse ces derniers temps, qui est marqué par exemple dimanche soir contre Lens. Donc voilà. Par contre, Lenny Yoro avec Lucas, par exemple, Lenny pour l'anticipation, Lucas pour aller harceler l'adversaire, ne pas le lâcher, parce que Lenny a tendance à faire un peu l'inverse, hein, à pas être ce défenseur harceleur comme un Lucas Hernandez. Là, les deux pourraient vraiment être très complémentaires et ça pourrait être vraiment intéressant comme charnière centrale. Voilà. Au niveau du prix, écoutez, 50 millions, on les a mis sur Barcola, donc voilà, il faut les sortir l'été prochain, 50, peut-être 60. À voir les clubs européens qui seront sur lui, à voir aussi ce que Lille va faire. Parce que moi, je ne peux pas m'empêcher de penser au Stade Rennais avec Eduardo Camavinga. Rappelez-vous, c'est en 2020 ou 2021 2021, je crois. Mais, Barcola, mois de mai, Camavinga, 100 millions, demandé par son club. Au final, il va pour 30, la dernière semaine du Mercato, au Real Madrid. Parce qu'on a eu un club qui a été trop gourmand et qui a dissuadé l'appétit des plus gros clubs européens, initialement sur Eduardo Camavinga, y compris le PSG, même s'il y avait aussi Leonardo qui ne s'entendait pas vraiment avec l'agent du joueur. Voilà. Donc, voyons ce que Lille va faire. Leur directeur sportif Olivier Létang, a fait une grosse déclaration cette semaine disant que personne ne partirait cet hiver. On va voir comment ça va se passer l'été prochain. Et aussi, peut-être à noter, j'ai le souvenir du documentaire magnifique de la Ligue sur les dernières heures du mercato estival 2023, où on voyait dedans Olivier Létang prendre des renseignements sur Hugo Ekitike, mais ne pas donner suite, parce que son salaire était complètement dingue. Pourquoi pas intégrer Ekitike dans un deal avec Lenny Yoro ? Je pose la question, je soumets cette suggestion, surtout que Jonathan David, ça fait quelques mercatos où il est un peu annoncé sur le départ et tout ça, peut-être que ce sera pour lui le moment de partir l'été prochain, je sais pas. Voilà, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve peut-être pas demain, jeudi c'est sûr, il n'y aura pas de vidéo, vendredi, je pense, et puis samedi pour le débrief du match face à Orléans, qui profite bien, hein, parce que la billetterie est très très chère. Il faut savoir que, alors, j'habite en région parisienne, j'ai mon père à la mer, ma mère en province, à côté d'Orléans. Et les places, c'est 100 balles hein, pour être en tribune latérale, pour bien voir le match, c'est 100 balles. Et pour les supporters parisiens, c'est 60 €. D'ailleurs, le PSG s'est engagé à payer la moitié du billet
à ses supporters qui vont faire le déplacement. C'est-à-dire que pour les ultras PSG qui veulent se déplacer, c'est 30 euros. Le club prend les 30 autres euros, ce qui est plutôt classe. Je pense qu'on va aussi reverser les recettes, billetterie et tout ça à Orléans, qui va bien les aider, parce que on peut se plaindre du club d'Orléans qui mettent des prix qui sont totalement exorbitants pour la Coupe de France, c'est un fait. Mais de l'autre côté, ils ont beaucoup de problèmes financiers en fait. Et du coup, ils en profitent pour essayer de rééquilibrer les comptes et se sauver. Bon, est-ce qu'on doit leur en vouloir ou pas? Je sais pas. Bon, dans tous les cas, je serai pas au stade de la Source samedi soir. Ciao les amis, prenez soin de vous, et puis on se retrouve très prochainement. Allez, Paris avant tout, bien évidemment. Ciao.